Nous sommes à la journée de rencontre professionnelle BD au Havre du festival Un automne à Buller, aujourd'hui le 15 novembre 2024, au cœur de la bibliothèque Niemeyer, et nous venons d'assister à une table ronde avec pour thème la BD comme instrument du savoir. Cette table ronde était animée par Cécilia Lemétayer, responsable du pôle jeunesse et BD du Havre, avec pour intervenant Pascal Mériot, co-créateur des Rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, directeur du pôle BD Hauts-de-France, Marie-Agnès Leroux, éditrice, Wilfried Lupano, auteur de BD, et Sandrine Métairie, directrice de l'atelier Canopée du Havre. Merci à vous de prendre ce temps après la table ronde pour nous rejoindre. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors on va pas pouvoir reprendre tous les thèmes qui ont été abordés, très riches pendant cette table ronde, mais on va essayer de se concentrer sur quelques éléments. Moi j'ai noté, Wilfried Lupano, un mot très important, celui de la passion. Vous expliquez, notamment pour votre album, la Bibliomule de Cordoue, avoir eu une passion pour ce sujet et vous être donc informé. D'abord, il faut s'informer avant de dessiner, et c'est là la première chose, presque devenir un peu un expert du sujet. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vu ? Oui, enfin devenir une sorte de spécialiste. Quand on fait de l'histoire, et en particulier là, il s'agit aussi de parler d'intégrisme religieux, etc. Il est prudent de ne pas raconter n'importe quoi, donc de connaître un petit peu son sujet avant de se lancer, et surtout de connaître son sujet aussi pour bien le transmettre. Donc oui, ça passe par une période de formation, d'auto-formation, d'accepter qu'on ne sait pas tout et de se documenter pendant quelques mois sur un sujet avant de l'aborder en bande dessinée. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Si on fait ça, on fait de l'histoire en bande dessinée. C'est un truc qui existait il y a longtemps. C'était chiant comme la mort. Personne n'avait envie de lire ça. Il faut ensuite trouver le bon angle, la façon d'amener un lectorat nouveau dans une époque complexe, dans une problématique complexe, pour faire une espèce de transmission sans douleur. Mais le premier mot, en tout cas, c'est la passion. Ouais. Ce sujet vous a passionné. Pourquoi lui en particulier ? Et comment vous l'avez découvert, ce sujet donc, de la bibliothèque, la grande bibliothèque de Cordoue ? Je l'ai découvert tout à fait par hasard en lisant un bouquin sur la destruction du savoir. Ce que les historiens appellent le génicide. C'est les moments dans l'histoire où l'homme détruit lui-même, volontairement la plupart du temps, c'est rarement un accident, le savoir universel. Ça m'intéressait, je me suis intéressé à ce sujet, les moments où on se savonne nous-mêmes la planche en tant que projet, les moments où on se coupe nous-mêmes des branches. Et c'est dans un bouquin qui énumérait comme ça tous les grands événements. Alors la destruction de Bagdad, il y en a plein, la bibliothèque d'Alexandrie, la destruction des codex mayas. Il y en a plein. Mais donc je suis tombé sur celui de l'incendie de la grande bibliothèque de Cordoue, et c'est le fait que celui-là, je n'en avais jamais entendu parler, qui m'a profondément vexé. Je me suis dit, mais pourquoi je ne connais pas la grande bibliothèque de Cordoue et encore moins son incendie ? Réponse, on m'en a jamais parlé dans ma scolarité, qui était pourtant exemplaire. Ça, c'est à moitié vrai. Mais voilà, donc ça m'a donné envie de m'y intéresser. La scolarité, ça peut être justement le moment où on apprend sur des sujets, mais aussi où on touche pour la première fois une BD. Vous le disiez pendant la table ronde, la BD, c'est l'objet du quotidien. Elle se glisse facilement dans un cartable. C'est un médium qui nous accompagne à la maison, à l'école, à la bibliothèque. Sandrine Métairie, l'école peut permettre de créer des automatismes et des pratiques pour les jeunes lecteurs. Alors oui, elle peut permettre la découverte déjà de ce médium BD, mais elle peut aussi permettre de faire du lien entre le dans et le hors l'école. Parce que la bande dessinée, vous l'avez dit, elle voyage dans différents lieux, dans différents milieux sociaux, et elle peut permettre justement de favoriser ces échanges et d'être, par exemple, quand un enseignant demande à un enfant de présenter un ouvrage qu'il a aimé, et il va arriver avec sa bande dessinée à l'école et la présenter, ça peut être dans ce sens-là, ou inversement, l'enseignant qui va prendre appui sur une bande dessinée et travailler avec les élèves sur cette bande dessinée.
Ça peut être aussi à l'inverse à la maison, de demander quelle lecture tu as découverte et là de pouvoir parler de la BD. Exactement. Et je crois que c'était vous, Wilfried Lupano, qui expliquiez la BD à la maison, elle traîne un petit peu et tout le monde va la lire, contrairement à d'autres ouvrages. C'est vous qui avez parlé de ce point. Contrairement à d'autres ouvrages, par exemple un roman qui va être soit pour les parents et les enfants vont pas vraiment y toucher. La BD, ça intrigue, tout le monde a envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe dedans. Oui, et ça fait culture commune, ça fait des socles. Dans les familles, dans les groupes sociaux, ça fait des références communes et du coup c'est très solide, c'est une culture qui est très solide. La bande dessinée, aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un que c'est un bidochon, tout le monde voit ce que c'est, quoi. Alors pas les plus jeunes, mais, mais ça les peut autres. être aussi la première fois que, moi je me souviens par exemple les bidochons, il y en avait à la maison, c'est la première BD que j'ai lue parce que c'était la BD des parents et donc j'ai été voir, ça m'a intriguée. Et voilà. Donc il y a un côté transgénérationnel qui est quand même super intéressant dans la bande dessinée, quoi. Quand on parle de BD, on parle souvent adulte ou alors en effet à l'école, mais il y a un projet qui a été fait notamment autour de la bande dessinée pour les primo-lecteurs. Pascal Mériot, vous en avez parlé pendant cette table ronde. Une BD muette pour les 2-3 ans afin de leur donner un premier ouvrage, un premier accès à la BD. Ça permet aussi d'élargir cette cible justement à des encore plus jeunes lecteurs. Oui, je sais pas si le terme de cible est adapté, mais disons qu'on avait la certitude, de par la médiation qu'on fait sur le festival, qu'il y a une place pour cette bande dessinée muette, pour cette bande dessinée avant la bande dessinée. C'est-à-dire que si l'idée d'un parent c'est de lire un Spirou comme première bande dessinée à un enfant, c'est très mal parti, ça va être vraiment complexe, à la fois l'ordre des cases, les thématiques et les sujets. Et il y a eu des tentatives éditoriales qui ont été dans cette direction de la bande dessinée muette, qui ont été plus ou moins couronnées de succès. Mais c'est évident qu'il y avait en particulier une collection aux alentours de 2008 chez Dupuis qui s'appelait la collection Puceron, dont est restée une seule série, Petit Poilu, mais qui a bien démontré qu'il y avait quelque chose à faire sur cette narration. Et on s'y est intéressé à la fois nous sur le festival et puis en créant une petite maison d'édition et en travaillant tellement dans les écoles, on avait ce retour aussi des enseignants qui nous disaient qu'il manquait d'outils sur le sujet. Donc on a tenté d'expérimenter en effet avec une bande dessinée qui s'appelle Anouki et qui est devenue un pilier de cette maison d'édition et qui aujourd'hui est dans les listes de lecture de l'éducation nationale et a créé plein d'outils de médiation, des expositions, des kamishiba et des théâtres d'ombre. Et puis même une bande dessinée infra encore pour les encore plus petits qui s'appelle Myrmidon, qui est en format à l'italienne pour éviter d'avoir à la fois aller de gauche à droite et de haut en bas. Là, ça c'est un peu technique pour de la radio, certes, mais si sur une page on n'a que 2 vignettes, on n'a pas l'enfant jeune n'a pas ces repères spatiaux du gauche droite et au bas pour savoir une fois qu'on arrive au milieu de la page, est-ce qu'on va sur la page de droite ou est-ce qu'on descend. Et si on était en ce format à l'italienne, on peut apprendre, vraiment comprendre sans texte que ce blanc entre les images, c'est le moment où il faut s'investir pour réussir à comprendre ce qui s'est passé de l'une à l'autre. Et donc, grâce à ces bandes dessinées-là, on arrive effectivement à travailler sur des lecteurs très très jeunes qui deviennent autonomes en lecture, ce que ne permet pas un album jeunesse. Un album jeunesse, on peut se le faire lire, et puis après on le feuillette et on se souvient de ce qui est dedans. Mais dans une bande dessinée muette en format à l'italienne, à partir de 2 ans, 2 ans et demi, on peut être autonome en lecture et se raconter l'histoire et éventuellement la sonoriser de son côté. C'est d'ailleurs l'un des derniers échanges de la table ronde, justement les codes de la BD qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, mais qui ne sont pas les mêmes non plus d'un âge à l'autre, parce qu'en effet les petits n'ont peut-être pas encore cette connaissance de ce système BD et de ces cases. Absolument, je me souviens d'avoir expliqué à un ministre, un ancien ministre, donc plus en exercice, les codes de la bande dessinée à partir d'une de ces bandes dessinées-là, de ce Myrmidon, et j'utilise souvent cette idée que si un extraterrestre arrivait et prenait des bandes dessinées, il n'y comprendrait rien. Pourquoi cette juxtaposition de dessins dessinés côte à côte, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le fait? Et donc tous ces codes à l'intérieur de l'image, entre les images, plus les codes de mouvement, les codes d'émotion, les codes sur la gestion du son, tout cela effectivement est infiniment codé et peut être codé de plein de façons différentes dans le monde. D'ailleurs, on a parlé un peu tout à l'heure des codex Maya, qui sont en réalité des pictogrammes, et on a mis très longtemps à comprendre que c'était une écriture. Ce qui fait que nous, par exemple, moi, les gens de mon âge, quand j'étais à l'école, on disait encore que les Mayas n'avaient pas inventé l'écriture. On l'a découvert assez récemment, ça fait 40 ans, qu'on a pigé que c'était une écriture et que c'était pas des jolis dessins. Parce que nous n'avions pas les codes. Parce qu'on n'avait pas les codes. Ce qui est le cas aussi des mangas, par exemple. Si on n'a pas le code de comment fonctionne un manga, on peut être un petit peu perdu aussi
au début. Alors le thème de cette table ronde, c'était donc la BD instrument du savoir. Je sais que sur ce terme, il y a aussi eu un petit questionnement. Instrument du savoir, oui, mais est-ce que la BD ne se suffit pas à elle-même? Et attention à ce qu'elle ne soit pas donc rabaissée, instrumentalisée uniquement pour ce côté pédagogique. Marie-Agnès Leroux, c'est une réflexion que vous avez eue? Oui, je pense, en tout cas, c'est ce que je disais aussi en parlant de l'éternité béante, la bande dessinée coécrite par Étienne Klein. Là, c'est un médium qui est très riche et permet finalement d'aller bien plus loin que de rester au stade d'un simple instrument. De par le dessin, de par la narration, de par la souplesse que cela permet, de ce qu'on disait aussi, d'aller voyager dans l'histoire, dans le temps, de parler de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, de parler de concepts très abstraits. Du coup, tout ça permet en effet d'appréhender des questions parfois complexes, mais néanmoins, en effet, c'est parfois un peu dommage qu'on appréhende la bande dessinée de manière un peu réductrice, comme des jolis dessins qui viennent un peu illustrer ou parfois même juste égayer un propos qui lui serait celui du savoir. Donc c'est vrai que parfois il peut arriver encore que on appréhende la bande dessinée de cette manière-là et en effet il y a le nombre de parutions montre que, et en parlant ne serait-ce que de la production de Wilfried, que en effet la bande dessinée offre des palettes énormes et que le savoir justement est d'autant plus passe d'autant mieux, se transmet d'autant mieux, est d'autant mieux compréhensible et je pense mémorisable aussi, ça c'est important, parce qu'on a des émotions, parce que le récit nous emporte, parce que le dessin est magnifique et magnifie aussi le propos. Donc tout ça c'est essentiel et la fiction aussi joue un rôle important, pas systématiquement, mais potentiellement, je pense que la fiction a un rôle important aussi dans la transmission des savoirs, justement. En fait, il faudrait pas que le propos s'inverse et qu'on passe d'une bande dessinée qui, il y a 30 ans, était considérée comme une stupidité pour les débiles, à un truc qui ne serait aujourd'hui que de la pédagogie déguisée. Et c'est très important qu'il continue à exister en parallèle une bande dessinée qui soit du divertissement gratuit, et surtout que la bande dessinée, même quand elle est pédagogique, elle n'oublie pas d'où elle vient. La bande dessinée a une histoire, et son histoire, c'est avant tout évasion, divertissement, humour. Émerveillement. Émerveillement, enfin, ce que je disais dans évasion, on va dire, oui, mais émerveillement, divertissement, humour, c'est la promesse qu'il ne faut jamais trahir pour le lecteur de bande dessinée. On ne fait pas des cours magistraux en bande dessinée. Oui. La bande dessinée qui n'est qu'une accumulation de données illustrées, c'est un échec. Personne ne se rendait compte en lisant l'intégrale des Tuniques Bleues que tu apprenais tout ce qui est nécessaire de savoir sur la guerre de sécession, parce que c'était du savoir sans faire exprès. Et pourtant, il y a tout dans les Tuniques Bleues. Tout ce que tu as besoin de savoir sur la guerre de sécession, c'est dedans. Parce que c'est vachement bien documenté, parce que c'est vachement bien fait, etc. Donc en fait, c'est ça qui est très important, de jamais perdre de vue. Les Tuniques Bleues, les gens les achetaient pas pour se documenter sur la guerre de sécession. Il n'y a aucun lecteur qui a jamais acheté un album en se disant « Tiens, je me demande, moi, si je sais suffisamment de trucs sur la guerre de sécession. » Tu l'as acheté parce que ça te faisait marrer. Juste ajouter que le mot qui a été utilisé, c'est porte d'entrée. Et vraiment, si on doit résumer, c'est une des portes d'entrée vers les savoirs. Je pense que ça résume bien tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Une table ronde très riche. Merci en tout cas pour votre temps et puis une bonne continuation pour cette journée professionnelle. Merci. Merci.